Bonjour, nous sommes le jeudi 14, ouais, je crois. Allez, ça passe, jeudi 14 décembre. Alors, toujours, nous sommes sur le chemin de la sagesse, le chemin des sages, des vieux sages. Certains vont, les nouveaux abonnés, parce qu'en ce moment, il y a une recrudescence sur ma chaîne de nouveaux abonnés. Il va falloir qu'ils se familiarisent avec ce concept. Ils me découvrent sur ce chemin à palabrer comme ça et à propos de sujets divers et variés. Et ils vont dire, mais c'est quoi ce type là qui marche dans la campagne comme ça? Ils vont être surpris. D'ailleurs, il y a les fidèles. Il y a les fidèles qui m'accompagnent, je dirais qui m'accompagnent, oui, presque spirituellement, je dirais, et qui sont avec moi quand je fais ce rituel quotidien quand le climat le permet, mais pratiquement quotidien, encore que je ne fais pas systématiquement de vidéos, mais j'en ai fait beaucoup. Vous remarquerez dans l'historique qu'il y a eu énormément de causeries comme ça, faites sur ce chemin. Parce que le chemin, symboliquement, c'est notre vie. C'est le temps qui passe. Et puis c'est variable. Il est variable dans une forme de continuité, d'égalité. C'est-à-dire, il n'y a rien qui change, il y a tout qui change à chaque fois. C'est un peu comme notre vie. On emprunte quelque chose de commun et d'assez ordinaire, mais si on est sensible, on observe qu'il y a des variations, que les choses sont variables, et en général, c'est la nature qui nous offre ce côté variable, c'est-à-dire qu'il y a les saisons, et vous allez voir qu'à travers cette promenade que je fais avec vous, je l'ai fait depuis 2 ans quasiment, un peu plus que 2 ans, eh bien, le climat change, les couleurs sont différentes. Le ciel est à chaque fois évidemment différent. Et les cultures sont là, différentes également. À chaque fois, c'est un peu... Il y a des différences évidemment qu'on ne perçoit pas, sauf quand il y a des contrastes entre les saisons, mais chaque jour il y a une différence. Et je dirais qu'il y a une atmosphère presque différente. Et moi-même, je suis différent chaque jour. Je ne suis pas le même quand je me réveille. Ça dépend de mes rêves, ça dépend de la nuit, ça dépend de ma digestion, ça dépend d'un tas de facteurs, ça dépend d'une conversation que j'ai eue ou d'un échange que j'ai eu, qui stimule ou pas, et qui ouvre des perspectives ou pas. Et ça nourrit. Et ça donne souvent une forme de... Ça aboutit et ça engendre une réflexion. Une réflexion qui parfois est un peu vindicative quand je suis énervé, un peu, je dirais presque religieuse, spirituelle quand je suis d'une certaine manière inspiré, et parfois philosophique, intellectuelle, cérébrale quand je pose des questions de société ou des questions métaphysiques, existentielles, philosophiques, quand je touche aussi parfois au paranormal. Bref, vous voyez, on n'est jamais à court de sujets en réalité. Et aujourd'hui, c'est pas que je recherche un sujet, il faudra bien, à chaque fois, il faut trouver un intitulé. Parfois, je suis toujours inspiré pour trouver un nouvel intitulé. Et aujourd'hui, la question qui revient, on fait quoi ? C'est quelque chose que je vois dans les commentaires et puis on fait quoi? On fait quoi? Parce que c'est bien gentil de parler de la situation, de la dénoncer. Qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, on ne peut pas tout dire puisque on est sur Internet, on est sur une chaîne qui déjà filtre pas mal et sanctionne et contrôle, censure. D'autre part,
On a les services du gouvernement qui surveillent comme ça. Alors en fonction de l'influence du youtubeur, ça va, ça dépendra de son influence. Mais s'il a une trop grande influence, ce sera évidemment contrôlé, surveillé, voire sur écoute. Par contre, si c'est un petit youtubeur, un petit pépère qui dans son coin, qui rouspète un peu contre le système, mais qui finalement bouge pas de sa maison et fait pas grand chose, ça ne va pas les inquiéter. Déjà ça, il faut le savoir. Ensuite, je dirais, on fait quoi? Bah écoutez, on est attentif, on est intelligent, on se prépare, je dirais. C'est ce que je conseillerais. Alors évidemment, en fonction de ça dépend de notre âge, ça dépend de notre dynamisme, de notre validité corporelle aussi. Ça dépend des circonstances dans lesquelles on est, si on bosse, si on a des contraintes au travail, des réserves. Et si on est dans la fonction publique, on a une obligation de réserve. Si on est dans le privé, il y a des résultats qui sont pressants et des compromis à faire. Et puis, si vous êtes retraité, vous êtes libéré de certaines choses. Et en général, vous avez d'autres contraintes qui arrivent. Les parents à s'occuper, les soucis parfois financiers, et ou les soucis domestiques, les soucis corporels de santé. Donc, je dirais, on fait quoi? Ça dépend aussi à quelle génération on appartient pour savoir ce qu'on fait. Je pense que je pense qu'à cette question, je dirais, c'est la réponse qui me vient spontanément. Vous savez, j'ai été très actif, très militant, je me suis beaucoup positionné, donc j'ai jamais été dans une forme d'inertie contemplative ou d'inertie, comment dire, passive, dans une forme de passivité devant tout ce qui se passait. J'ai participé à des manifestations, j'ai été beaucoup avec les Gilets jaunes, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Et dans ma vie, j'ai été syndicaliste, j'ai défendu des gens, je me suis mouillé, j'ai créé mon entreprise, j'ai créé des emplois, j'ai créé des magasins, j'ai construit des choses physiques, enfin j'ai construit, entendons-nous, j'ai conceptualisé des choses qui se sont réalisées matériellement. Et donc, dans ma nature, j'ai pas cette nature, je dirais, passif, inerte, à regarder les choses de loin et en me considérant comme un grand penseur et puis toujours à commenter. Parce que comme je vous l'ai dit déjà et je le redis dans mes vidéos, je pense que la dimension dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire la matière, une dimension pas forcément sympathique à vivre, mais on y est dedans. Eh bien, je pense que on ne doit pas rester inactif, c'est une chose. Mais dans les circonstances actuelles, dans la conjoncture actuelle, il y a une offensive très vive contre les gens qui se manifestent, en tous les cas manifestent leur mécontentement. On a vu avec les Gilets jaunes, on a été très réprimés. Il fallait faire très attention. Et il y avait une répression, je dirais, juridique, pour ceux qui faisaient des choses parfois anodines, mais il y en a qui ont fait un peu de tôle, il y en a qui ont pris des amendes. Et puis physiquement, on risquait de se prendre des LBD, tout ça. Enfin, c'était... Et puis le gaz qu'on a humé, tout ça, c'était pas bon pour la santé. Donc, oui, physiquement, l'État sous Macron était déjà très offensif vis-à-vis de cette catégorie de population qui se rebellait. Et tous ceux qui actuellement appartiennent à des groupes un peu traditionnalistes, de droite, conservateurs, des jeunes, qui ont envie de s'engager, qui ont envie de se battre, qui ont simplement la motivation de défendre des racines, de défendre le pays, et bien sûr ça passe par les racines chrétiennes, ça passe par la tradition française, ça passe par
par des idées conservatrices, évidemment. Tous ces gens-là sont très très surveillés, les jeunes je parle, hein. Les jeunes actifs sont très surveillés parce qu'on a peur qu'ils passent à l'acte. Et immédiatement, le pouvoir, quand il sent qu'il y a un groupuscule qui se forme, les renseignements généraux sont très actifs pour essayer de désamorcer le groupe en question. Tout au moins d'éviter d'éviter un conflit qui pourrait avoir des répercussions. Ils ont peur des répercussions qu'aurait un conflit de la part de ces gens-là. Une forme de conflit pratique, enfin physique, qui se ferait quelque part. C'est pour ça qu'à Romans, ils ont été très très répressifs par rapport à ces jeunes qui appartiennent entre guillemets à cette fameuse ultra-droite, parce que ce sont des jeunes qui ont envie d'agir, évidemment, qui sont écœurés, qui sont révoltés et qui veulent en découdre. Ça, l'État les repère, ils ont des renseignements bien précis sur ces personnes-là. En général, ils sont très jeunes, et puis ils veulent les canaliser, ils veulent tout de suite les canaliser et les démotiver dans leurs actions en les condamnant d'une manière précoce. Ils ne le font pas pour les racailles, ça c'est clair, mais ils le font pour ces jeunes d'ultra-droite. Ils veulent, si vous voulez, ils veulent s'attaquer à la racine de tous ces mouvements qui seraient susceptibles d'entraîner des jeunes dans une forme de violence ou de combat idéologique qui ne leur convient pas. Ils préfèrent les racailles, pour eux, c'est beaucoup plus facile à gérer pour le moment, mais ils vont payer le prix de ce laxisme et de cette politique. Mais c'est la politique actuelle. Papacito, pour pas le nommer, j'ai vu cette vidéo qu'il a faite, il est inquiété. Alors évidemment, il peut y avoir il dénonce des choses il dénonce une corruption d'un maire de village qui serait associé à un autre homme politique. Et il se peut que des réseaux se soient déclenchés pour essayer de se venger de cette dénonciation. Et il se peut aussi qu'il ait été peut-être maladroit dans sa manière de faire, mais c'est son style, c'est ce qui a valu beaucoup d'abonnés également, enfin de gens qui le suivent. Bref, il est inquiété, il est en garde à vue, il risque une amende sévère, il risque de faire un peu de tôle ou de la prison avec sursis, on va voir, mais les juges ne vont pas être tendres avec lui parce qu'il est très provocateur dans ses propos et il fédère énormément de monde, il a une influence dans certains milieux de jeunes, tout ça, il leur apporte un soutien moral. Alors donc l'État, là dans la ligne de mire, et va essayer de le désamorcer en espérant démotiver les jeunes qui seraient des jeunes qui seraient susceptibles de le suivre dans son esprit. Ils font ça, ils marginalisent la personne, ils la persécutent, et ensuite, comme ça fait peur à tous ceux qui auront envie de s'engager. Ils deviennent plus craintifs parce qu'ils disent « Oh là, moi j'ai pas envie de faire la tôle, j'ai pas envie de prendre du sursis, j'ai pas envie de me retrouver en garde à vue 48 heures, c'est une épreuve, etc. » Donc ça les refroidit et ça les maintient, ça leur met une camisole, ça leur met dessus une forme de camisole de sécurité que l'État veut, quand je dis l'État, c'est le gouvernement actuel, veut absolument mettre sur la tête de ces gens-là. Évidemment, le contexte, il faut bien l'analyser pour déjà savoir agir intelligemment, c'est-à-dire ne pas justement se prendre pour l'instant des tôles ou se prendre des ennuis parce que le moment, tout simplement, est mal choisi. C'est mon hypothèse, hein, c'est ma théorie. Je pense que pour l'instant, contrairement à mes principes qui consistent à manifester quand on a des revendications à faire. J'ai été syndiqué parce que j'aimais bien qu'il y ait un contre-pouvoir et parfois on a solutionné des solutions. D'ailleurs, ça allait même parfois dans le sens de la hiérarchie qui était content d'avoir un interlocuteur en face. Bref, tout système a besoin d'un contre-pouvoir parce que ça fait progresser les choses. J'ai toujours cru, si vous voulez, au côté bénéfique d'une discussion, si vous voulez, parfois même d'une opposition pour progresser, dans la mesure où ça se fait dans une forme de climat, je dirais, de climat paisible, quoi. Que ça, quand on en vient à des crimes ou à des délits, là c'est autre chose. Mais
dans une société, c'est bien qu'une société fonctionne avec ses contre-pouvoirs et fasse progresser ainsi les choses. Quand vous avez une réunion de sages, même dans des villages, il y avait des sages qui se réunissaient pour prendre des décisions. Il y avait ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. Et puis vous aviez le chef de village qui, à un moment donné, doit arbitrer et suit une des parties des deux conseillers, les opposants et ceux qui sont pour. C'est un peu ça, diriger un pays. C'est être attentif aux contradictions, aux avis opposés pour qu'il en sorte une bonne idée. Et c'est comme ça que j'ai géré mon entreprise. J'étais absolument friand des gens qui m'apportaient des idées ou des contre-idées ou qui m'apportaient des objections peut-être à des décisions fausses que j'avais prises, et j'en tenais compte. Parce que c'est ça l'intelligence, c'est pas être dans une confrontation en disant moi j'ai le pouvoir, j'ai tous les droits. Non, il faut écouter aussi les gens qui sont sur le terrain, les employés, etc. parce qu'ils ont des choses à vous apporter que dont vous n'avez pas conscience. Ça aussi, c'est ça, diriger correctement une entreprise. Voilà, vous voyez mon état d'esprit. Mais aujourd'hui, le gouvernement est un peu acculé. Ils sont acculés parce qu'ils sont dans une crise majeure avec l'immigration. C'est le sujet principal. On en parle, on voit bien qu'il y a une... Et puis, tous les actes de délinquance, tous les conflits qui actuellement sont en train de jaillir à travers les médias, d'autres s'associent, d'autres délinquants, je dirais, ou d'autres gens déséquilibrés s'associent par mimétisme. Ça veut dire qu'il y a des délits qui sont commis pour une religion, en l'occurrence l'islam. Il y a des islamistes qui agissent en se faisant craindre et en agissant d'une manière cruelle à travers des personnes fanatisées contre des blancs, contre des chrétiens. Et vous avez derrière ça des gens qui sont absolument pas musulmans, qui sont absolument pas, imbibés d'un fanatisme religieux, mais qui par mimétisme, parce qu'ils sont déséquilibrés et que ce sont des gens malades, et il y en a beaucoup de gens malades, il faut l'admettre, vont procéder par mimétisme au même crime que commettent les islamistes. C'est pour ça commence à voir des éléments de mimétisme comme ça dans la société, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas forcément de religion, qui ne sont pas forcément liés à l'islam, mais qui ont, par mimétisme, vu des choses qui les inspirent. C'est le mimétisme collectif, et il y a un mimétisme de barbarie actuellement qui est actuellement en place, et c'est pour ça qu'on va avoir beaucoup d'attaques au couteau, parce qu'on parle que de ça, et certains par mimétisme vont prendre leur couteau et vont essayer de vous agresser physiquement avec un couteau, parce qu'ils ont entendu ça, ils ont vu ça sur les médias, ils ont vu ça sur les... Et c'est par mimétisme qu'ils vont faire ça, parce qu'ils sont déséquilibrés, parce qu'ils ont des gros problèmes, et qu'ils ont un besoin de violence. Voilà, il y a 1000 raisons qui poussent les gens à commettre un crime. Donc l'État commence à être un peu débordé par tout ça, et puis une immigration qui n'est absolument pas contrôlée ni maîtrisée, donc qui cause des tas de problèmes dans la société civile. Ils le savent. Mais ils savent très bien qu'en maîtrisant et en paralysant les mouvements qui s'opposent actuellement, qui s'opposeraient à cela, ils savent très bien que c'est une manière de gérer la situation pour l'instant. Ils gèrent la situation comme ça. Parce qu'ils n'ont pas le choix, de leur point de vue, ils n'ont pas le choix. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans un contexte comme ça? Alors, moi, je pense, en tous les cas, je me trompe peut-être, mais je pense que c'est pas la peine de se prendre des sanctions. C'est pas le moment de jouer à Don Quichotte. C'est pas le moment. C'est le moment où il faut simplement être prêt, se préparer. Il y aura un temps, il y aura un moment où la société peut basculer. Et c'est là qu'il faudra prendre ses responsabilités, c'est-à-dire aider, soulager, défendre, enfin se réunir et s'organiser pour sauver ce qu'il y a à sauver, c'est-à-dire sauver les meubles. On n'en est pas là. Pour l'instant, on n'en est pas là. Et ça ne sert à rien de faire ce qu'ont fait ces jeunes à romans, de partir comme ça, de s'exposer. En plus, ils sont hyper contrôlés, hyper surveillés. Donc ça, on le sait. Mais une fois que la situation sera très dégradée en France, les contrôles, les surveillances, les gens fichés, tout ça, ça sera plus le souci. Ils pourront plus sanctionner tout ça. Pourquoi ? Parce que la situation sera très très dégradée. Il y aura un moment donné où la situation, fatalement, je pense, va vraiment se dégrader. Et là, qu'est-ce qu'il faut ? Des gens qui sont déjà prêts, organisés, c'est-à-dire des gens qui ont déjà un petit réseau,
Un réseau d'amis, simplement. Il ne s'agit pas de faire un réseau, voilà, quoi, anonyme ou secret, un réseau d'amis, de gens en qui on a confiance. C'est déjà ça la question. Et puis ensuite, essayer pour certains d'avoir une bonne forme physique, de s'entraîner déjà pour se protéger, savoir comment une forme d'autodéfense, savoir s'autodéfendre, savoir défendre les autres, et donc pour ça manier des instruments, être physiquement capable de parer à une éventuelle attaque, etc. Et psychologiquement se préparer, et mentalement aussi, et pour certains, ceux qui sont doués intellectuellement, peut-être aussi, qui ont des qualités, qui sont dans les administrations, se préparer éventuellement à prendre des responsabilités, à avoir les compétences et les outils pour réformer l'État et nous conduire vers autre chose. Il y a tout ça dans la société actuellement. Il faut le savoir à tous les niveaux. Il y a des gens qui se préparent pour le pouvoir, il y a des gens qui se préparent pour rétablir l'ordre, vous avez des gens qui sont plus mentaux que physiques. Les gens qui sont physiques, ils s'occuperont d'encadrer physiquement la situation pour essayer d'éviter qu'on tombe dans un cataclysme anarchique. Et puis il y a ceux qui politiquement sont organisés aussi pour essayer d'avoir un contre-pouvoir qui prennent de la force. Et puis il faudra des gens aussi pour se protéger dans les communes, dans les villages, même dans les villes, par quartier. S'il n'y a plus de police, s'il n'y a plus de justice, effectivement, il y aura des milices peut-être qui se mettront en place. Mais quand je parle de milices, c'est-à-dire des gens organisés entre eux pour simplement surveiller le quartier, regarder s'il n'y a rien d'anormal, etc. C'est ça la préparation en fait. Donc ça passe, je pense que ça passe par... On doit être sage, très sage, et pas être tête brûlée. Être tête brûlée, ça sert à rien. Et puis on doit être sage, on doit attendre que le fruit soit mûr. Pour l'instant, il n'est pas mûr, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, le fruit n'est pas mûr. Donc il faut attendre qu'il y ait vraiment une compréhension de la population générale, de toute la population. Il faut que tous les Français comprennent que là, ça y est, c'est bon. C'est bon, on peut plus. On peut plus vivre comme ça, on peut plus vivre dans ces circonstances-là. Et là, c'est là que des gens préparés, des gens qui auront les capacités, des jeunes, des moins jeunes, qui auront des capacités, pourront justement gérer une situation en crise et prendre les bonnes décisions, parce que c'est tout, c'est comme ça. Et donc ça se fera naturellement. Et il y a un moment donné où agir sera permis, il n'y aura pas besoin, il n'y aura plus de risque, si vous voulez, il n'y aura pas un risque d'être pénalisé par l'État, parce que l'État va devenir impuissant. L'État va finir par se fragiliser énormément, et on va vers une forme de chaos qui, vous pensez qu'il est organisé, on dirait qu'il est organisé, mais c'est même pas sûr qu'il soit organisé avec un plan derrière, un plan qui remettrait les situations en ordre. C'est pas évident cette histoire. Parce que remettre l'ordre, c'est retrouver, c'est sortir des idées progressistes, et c'est à nouveau s'inscrire dans un schéma plus traditionnel. Et ça, l'État profond ne le veut pas. Donc je vois pas qu'est-ce qu'ils ont à gagner à fabriquer le chaos. Non, je me demande s'ils sont pas eux-mêmes pris au piège. Vous savez, le diable se mord la queue. Vous connaissez le symbole du serpent qui se mord la queue. Mais je crois que le diable se mord la queue, tout simplement. C'est-à-dire, il s'autodétruit à un moment donné. Mais il faut le laisser s'autodétruire. Il ne faut pas intervenir pour arrêter son autodestruction. Donc laissons-le diable s'autodétruire. Laissons le serpent se bouffer la queue. Et observons. Pour l'instant, c'est la préparation qui compte. C'est les réseaux. Et c'est ce que je fais avec cette chaîne, c'est ce que je fais avec les gens autour de moi. C'est que j'organise, j'organise. On se crée des relations de confiance. On n'est pas là à créer une société secrète et tout, il n'y a rien de tout ça, mais on simplement crée des relations avec des gens qui on a confiance. C'est le début. C'est déjà important. Et puis ensuite, vous avez dans ces relations-là des gens qui ont de l'influence, qui sont placés, qui sont bien placés parfois, qui sont même proches du pouvoir. Et oui, parce qu'il y a des gens qui sont dans le secret, qui ne disent rien, mais qui sont très très proches du pouvoir, qui sont observateurs. Ces gens-là, un jour, ils pourront intervenir. Pour l'instant, ils sont très discrets, et ils ont raison. Donc vous voyez, la situation n'est pas totalement foutue.
totalement perdu, mais c'est les circonstances dans lesquelles que nous allons vivre vont être effectivement périlleuses. Il va y avoir des gens, il va y avoir on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, dit-on. Bah oui, c'est ce qui va certainement arriver, mais au moins, on n'aura pas, il ne faut pas user, si vous voulez, un militaire dirait, il ne faut pas user inutilement vos munitions. Vos munitions, vous les gardez pour l'instant, il ne faut pas les user inutilement. Il ne faut pas les perdre, les munitions, c'est comme les vies. C'est pour ça qu'il ne faut pas se disperser inutilement, s'exposer inutilement. On se prépare intérieurement, on se prépare physiquement, et on attend. Et on fait son réseau, tranquillement, avec des réseaux de gens en qui on a confiance. C'est déjà très important, je vous assure, vous verrez. Très très important. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne journée, ou une bonne soirée si la vidéo est téléchargée ce soir, mais je ne pense pas, elle est toujours longue à télécharger. Je vous dis à bientôt.